Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast Romane en parle où l'on place la psychologie au cœur de tous les parcours. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Caroline Colombo. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est un grand plaisir. Caroline, elle est ancienne biathlète de l'équipe de France. Elle a un beau palmarès à son actif avec notamment une médaille d'argent en relais simple mixte, relais mixte simple en 2017, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2021 Ouais, 2000... non, c'était après, ouais, je crois. 2020... Au championnat d'Europe, en tout cas. Exactement, ouais. Et de nombreux podiums en IBU Cup, des performances aux mondiaux aussi. Ouais. Mais ton parcours, malheureusement, est aussi marqué par des blessures, des douleurs, des phases un peu plus de doute. Ouais, il y a des petites embûches. Comme beaucoup de parcours sportifs, mais le tien n'a pas été épargné, en tout cas. Ça va. Et l'idée, justement, de ce podcast, c'est qu'on puisse explorer ça ensemble, voir un peu l'envers du décor, tout l'aspect psychologique qui accompagne le biathlon, qui est un sport quand même très exigeant sur le plan physique et aussi psychologique, et puis qu'on puisse voir comment tu t'es relevé de ces embûches, tout ce que tu as mis en place pour travailler ta résilience, tout ça. On a du boulet, ouais. Avec plaisir. Avant de commencer, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va super bien. J'habite à Annecy en ce moment, du coup je suis contente de revenir un peu dans mon doux natal, on va dire. Et voilà, ça me permet de voir mes potes, ma famille, et c'est tout le temps un bon environnement. C'est le retour aux sources. Exactement. Dans la zone de confort. Quoi. Exactement, ouais. Trop chouette. Je me ressource. C'est super. En tout cas, merci d'être revenu et d'être avec nous, de prendre de ce temps-là de ressources pour être avec nous. Non, c'est avec grand chouette. plaisir. Super. Quand tu as commencé le biathlon, je crois avoir lu dans un extrait d'article de Nordic Magazine que tu avais dit, quand tu étais petite déjà, tu écrivais partout que tu voulais être biathlète professionnelle. Enfin, ton métier, c'était ça. Je me trompe pas ? Ouais, c'est ça. Tu sais, à l'école, ils te demandent souvent tu veux faire quoi plus tard ? Et genre vraiment c'était championnat olympique de biathlon, ou carrière dans le biathlon, et après quelque chose d'autre, mais genre c'était... T'étais sûre de toi. Ouais, c'est ça, j'avais aucun doute là-dessus, ouais. Trop bien. Ouais. Comment tu te projetais justement dans cette carrière ? Est-ce que tu imaginais déjà à ce moment-là que l'aspect psychologique, mental allait être aussi déterminant que toute la sphère physique, sportive en elle-même ? Non, t'en as pas conscience quand t'es petit comme ça. Après, tu le découvres en fait au début parce que tu sens que tu dis mais là j'aurais pu mieux faire et tout. Tu comprends pas pourquoi. Tu dis mais pourtant je me suis bien entraînée. Et après, tu vois qu'il y a pas des petits troubles mais des petites failles entre guillemets. Et après, tu dis bah en fait je pourrais peut-être améliorer mon côté psycho, mon côté mental. Et c'est là où tu vas chercher un petit peu à droite et à gauche des solutions. Ouais, ça arrive. Enfin, pour toi en tout cas, ça t'est arrivé vers quel âge ce questionnement sur l'aspect psychologique, la performance mentale aussi Moi, ça m'est arrivé en première. En première, okay. Ouais, c'était assez jeune déjà. En première, où vraiment, je me suis rendu compte que j'avais des performances, que j'avais un potentiel, mais que j'arrivais pas à l'exploiter à 100%. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Tu vois, t'as des capacités physiques, mais par contre, ça se voit pas sur les résultats. Donc c'est là où j'ai commencé à les côtoyer, à demander des conseils, en tout cas, autour de moi. Et puis voilà, après, trouver des gens qui pouvaient m'aider à m'accompagner là-dedans. Mais c'est venu de toi, c'est une démarche vraiment personnelle pour le coup. Ouais. À l'époque, c'est pas forcément tes entraîneurs ou tes coéquipiers qui t'ont dit « Ah, Caroline, tu peux peut-être optimiser ta performance avec un accompagnement ». Non, à cet âge-là, non. Et puis, c'était en plus, franchement, c'était en quoi c'était en 2013, 2012, tu vois. Donc là, c'est exponentiel, on va dire, les démarches sur la psychologie, sur le mental. À l'époque, on en parlait que très peu. Quoi, ouais. En tout cas, c'était plus tabou, on dirait. Absolument, ouais. Justement, au cabinet, en tant que psychologue, j'ai reçu quelques fois ponctuellement des athlètes, notamment des skieurs qui préparent aussi le haut niveau, qui sont déjà à un niveau assez élevé pour leur âge. Mais je reçois aussi des parents qui viennent avec une pression vraiment énorme sur la réussite justement de leurs enfants athlètes. Ce qui est assez, ce qui ressort le plus souvent de difficile dans ce genre de parcours, c'est les sélections. Un jour, ils peuvent être sélectionnés, donc assez entourés, valorisés aussi par cette sélection et donc poussés par toute une équipe. Et évidemment, si les résultats suivent pas ou s'alignent pas aux autres, ils vont être désélectionnés. À ce moment-là, ils peuvent se sentir un peu plus seuls ou même parfois abandonnés. Est-ce que tu as vécu, toi, ces phases de sélection, des sélections en comité ou même en équipe de France et comment tu l'as vécu ? Ouais. En fait, t'es sélectionnable et désélectionnable, je sais pas comment on va dire, toute ta vie, de manière générale, et chaque athlète avait passé par cette période-là. Après, c'est aussi, c'est que
il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, c'est la pression des parents qui, ça, déjà, n'aide pas, en fait, clairement, pour les résultats du sportif, enfin, de son enfant, du sportif. On en parle beaucoup dans le foot, un petit peu avec le projet Mbappé, où ils veulent que leurs enfants soient des champions, en fait. Vraiment, tu regardes les statistiques, il n'y en a aucun où ça marche, quoi, où les parents sont... En tout cas, dans le biathlon, il n'y en a aucun qui... un projet entre guillemets Martin Fourcade qui a marché, parce que clairement à un moment donné le sport est tellement dur et tout que si t'as pas un accompagnement, un soutien des parents, ça marche, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Et la pression au bout d'un moment elle va faire ton fils, il va juste, enfin c'est horrible, mais il va juste t'envoyer balader au bout d'un moment quand il aura les capacités de le faire, tu vois, à un certain âge. Bah, ça ajoute une pression supplémentaire c'est ça à une pression qui est déjà assez élevée dans le sport de haut complètement niveau. Et dans la deuxième chose de ce que tu dis, c'est le côté aussi échec. Et en fait on peut dire ça, mais moi je déteste le mot échec et on dit que c'est plutôt une expérience, mais c'est ça en fait qui est ultra important, c'est que c'est une expérience et qu'est-ce que t'en fais, et à la limite t'es pas sélectionné, tant mieux, c'est une opportunité pour te remettre en question. Et moi je le voyais vraiment comme ça, en me disant ok, je suis pas sélectionnable, si je suis pas sélectionné c'est que mon niveau est pas suffisant. Si t'arrives pas à être sélectionné pour entre guillemets des sélections régionales ou même nationales, qu'est-ce que tu veux exister sur la chaîne, sur la scène supérieure, tu vois. Donc en fait te dire juste tant mieux, en fait je suis pas sélectionné, tant mieux, ça va être une remise en question. On dit souvent on change pas une équipe qui gagne, mais du coup si tu gagnes pas faut changer quelque chose, et trouver la faille, tu vois, dans ton niveau, dans ton expérience, dans ton vécu, qui fait que tu dois entre guillemets la combler, tu vois. Et ça c'est super important. Et en fait c'est de manière générale dans la vie, qu'est-ce que t'en fais des choses qui t'arrivent, tu vois. Et si tu les fais en te disant ok c'est cool et je vais progresser, ça va quand même plus t'aider que te dire ouah c'est horrible, j'ai plus d'avenir, tu vois. Et d'accueillir finalement le passage peut-être un peu déception ou l'émotion qui peut être un petit peu difficile au début, mais pour en faire quelque chose. C'est ça, t'as le droit de pleurer sur le moment, c'est sûr ça saoule, mais par contre te dire franchement tant mieux et voilà, en positif. Et en vrai, c'est là où les gens vont être sélectionnés. Moi, je vais avoir une opportunité de me préparer, de travailler des choses et de faire un petit peu tu vois, un état des lieux de mon niveau, et qui va te permettre ensuite d'exploser les sections d'après, quoi, en fait. Mais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à un concept que je travaille beaucoup en tant que psychologue, c'est l'acceptation. C'est accepter qu'il y ait certaines choses qu'on puisse pas contrôler. Et là, en l'occurrence, la sélection, si t'es pas sélectionné, t'es pas sélectionné. Tu peux pas batailler avec le sélectionneur pour l'être. Et en plus, ce qui est cool, c'est en tout cas, moi, j'aurais pas pu faire un sport où on était jugé, tu vois, parce que ça m'aurait tué, vraiment. Et je me suis dit, mais tu sais, j'aurais pas réussi à me remettre en question parce que j'aurais pas compris, tu vois, d'où ça venait. Là on fait un truc là, c'est un temps, quoi. Donc en fait non, c'est un temps, il y a des résultats au tir, il y a des résultats en ski, tu peux progresser sur différents niveaux, c'est pas subjectif en fait. Absolument, voilà, c'est ça. Et du coup c'est, à la limite tant mieux, et voilà, quoi, tu sais sur quoi t'appuyer, quoi. Donc tu as quand même une bonne compétence d'acceptation, d'accepter ce qui est dur sur le moment, une réalité qui peut être difficile, des émotions qui peuvent être assez intenses et désagréables, mais pour en faire quelque chose, pour rendre cette réalité finalement autre et peut-être plus agréable en rebondissant, tout ça. Je reviens sur un point aussi que tu disais, les parents qui mettent trop la pression. Ce serait quoi, selon toi, et du coup je sais pas comment se sont comportés tes parents, mais les parents idéaux pour accompagner un jeune qui a le projet de lui-même de devenir je sais pas, champion, le prochain Martin Fourcade par exemple, ou la prochaine Caroline Colombo. En mieux, j'espère, c'est tout ce que je souhaite. Mais non, moi c'est l'accompagnement et la bienveillance, vraiment ces deux côtés là. Et puis en fait on pourra revenir dessus, mais en fait voir ton fils ou ta fille, ton enfant, dans une valeur de l'enfant et pas de l'athlète, tu vois. C'est ça. Et en fait, moi, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup, beaucoup aidée, qui disait peu importe tes performances, ta valeur sera la même, tu vois. Et c'est une phrase de Simon Détieux qui m'avait sorti une fois. Et c'est, je pense, la phrase la plus parlante et de me dire, mais en fait, les gens, ils t'aiment parce que pour la personne que tu es, tu vois. Et en fait, si je réussis pas, tant pis. Et en fait, ça permet... mes parents aussi, et du coup en fait ça permet vraiment de prendre un recul et de me dire d'être beaucoup plus libérée, tu vois. Et ouais, moi mes parents ils m'accompagnaient, tu vois, j'avais par exemple au 3e par exemple, je disais je veux plus partir en vacances avec vous parce que je vais m'entraîner l'été. Et les 3/4 de mes amis ils partaient en vacances l'été, ils allaient au soleil, ils s'entraînaient pas. Moi j'avais déjà ce projet en mode je veux être performante.
ils m'ont dit bah ok, pas de souci, en fait c'est ton truc, on te laisse te faire. Et après ils ont eu confiance en moi en fait, ils ont eu confiance, et ça c'était super, et ça m'a vraiment aidé à prendre comment dire, du recul aussi, et de me dire bah j'ai pas envie de les décevoir, tu vois, non plus. Et même si après je le faisais pour moi, mais ouais, c'est vraiment l'accompagnement et la bienveillance. Si ces deux choses-là n'existent pas dans la relation parent-enfant, tu sais que ton fils ou ça peut ton être enfant, délétère ouais, c'est ça, pour le jeune. Ouais. Mais c'est une présence constante, mais pas trop intrusive, et pas non plus trop détachée aussi. Ouais, c'est ça. En fait, savoir que tu peux compter sur eux quand t'en as besoin. Un peu une boîte à outils, tu vois. Bah, ton enfant, il a besoin de ça. Ok, bah je vais t'aider à l'avoir. Mais par contre, c'est à lui de lui dire, et c'est pas à toi de. C'est pas à toi de lui amener, quoi, parce que ça déjà t'en fais des athlètes qui sont entre guillemets comment on dit, qui sont pas du tout entreprenants, et c'est trop important dans la performance. Oui, mais d'ailleurs je crois que j'ai déjà lu plusieurs fois que les athlètes étaient pas de plus en plus assistés, mais que justement ils sont de moins en moins entreprenants, et que leur carrière, presque à un moment, tu parlais tout à l'heure de Mbappé, mais dans le foot c'est ça aussi, très jeunes ils sont pris en charge par des agents. Dans le biathlon c'est encore moins le cas parce que c'est moins médiatisé, mais ils vont être vite très entourés, et finalement ils vont plus tellement avoir cette liberté de prendre des décisions par eux-mêmes, de faire des temps de pause quand ils en ont besoin. Ça entre aussi dans une succession d'injonctions, il faut que je le fasse. Et puis dans la psychologie, mais dans la psychologie du sport, on parle vraiment des deux motivations, intrinsèque, extrinsèque. Et si la motivation elle est plus propre à la personne, mais qu'elle dépend des autres, donc rendre fier ses parents, la performance elle est forcément troublée aussi par ça. Ouais, non mais complètement, enfin là-dessus t'as raison à 200%, enfin, et en fait le truc c'est que maintenant on est tellement dans un schéma de performance que en fait l'athlète on lui demande juste d'avancer sur les skis, tu vois. Et en vrai, enfin tu vois, moi j'ai beaucoup d'amis dans le vélo. T'as un mec qui est payé pour lui mettre ses bidons sur ton vélo, tu vois, ou de lui changer son matelas pour qu'il dorme bien. Et enfin dans le foot, ils leur montent leurs valises dans leur chambre. Et en fait ça va dans le côté performance, mais encore plus quand t'es jeune, en fait. Quand t'es jeune, fais tout, et après au moins tu peux délaisser des choses, mais faut pas que ce soit l'inverse. Pour garder aussi ton sentiment de contrôle de ta carrière, de ton parcours. Je dirais ta construction de projet, tu vois, surtout. Exactement. Mais justement, le biathlon, c'est quand même un sport hyper exigeant. On parlait là du vélo, du foot, c'est des sports aussi exigeants, mais le biathlon, la particularité, c'est que tu as vraiment un double effort. Tu as l'effort physique intense sur le ski, mais tu as aussi le besoin d'être hyper focalisé, hyper concentré et lucide sur le pas de tir. Dans ta carrière, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver, à bien gérer ces bascules d'efforts entre l'effort physique et après la concentration extrême du tir? Déjà, la première chose, c'est l'entraînement, c'est de le faire tous les jours au quotidien, de le conscientiser aussi, déjà dans la visualisation, à te dire, voilà, moi je sais que je me mettais des repères visuels. Ok, je vois ça, à partir de là, je switch, tu vois. Et après, il y avait aussi des techniques, on pourra revenir dessus, mais des techniques de respiration, tu vois. Accepter le changement, te dire, bah là, je suis plus sur les skis, j'accepte de, entre guillemets, de perdre du temps et m'améliorer, même si aujourd'hui, il faut tirer vite, mais en tout cas, de jouer sur deux états de conscience. En ski, vraiment performance et aller vite, et l'autre, vraiment concentration. Oui. Même s'il faut être concentré pour un ski aussi, mais ouais, non, c'est ça. Pour pas chuter. Ouais, c'est ça. On pense à Lou. Ça fait mal au cœur, mais il faut être lucide. Après, il te faut rien. Non, mais oui, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, oui, non, c'est ça, c'est trouver une distinction qui va t'aider à switcher, comme on dit. Oui. Tu parlais là de certaines techniques, c'est effectivement ce qui est souvent conseillé dans le sport de haut niveau, tout ce qui va être visualisation, rituel aussi, qui peuvent être sécurisants, mais qui peuvent permettre aussi ce switch, comme tu dis, à partir de ce moment-là, j'entre dans ma course, à partir de ce moment-là, j'entre dans ma concentration pour le tir, quand j'entre à ce panneau-là du pas de tir et tout. Toi, c'était quoi vraiment tes techniques de prédilection pour préparer tes courses? Moi, il y avait déjà... en tout cas, sur une course, il y avait le côté visualisation, excuse-moi. Vraiment de visualiser en me disant, mais... Et en fait, je me visualisais, mais vraiment complètement pas juste moi. Je m'imprégnais, je me disais, bah là, je vais faire un sourire, je vais faire un truc, tu vois, genre un truc qui me marque.
Et ça, c'était quelque chose. Et moi, ce qui m'aidait beaucoup à switcher, c'était la respiration. Je changeais, tu vois, tu respires vraiment... bouche, tu vois, avec quand t'es dans le ski. Et après, tu vois, moi, j'avais un schéma qui m'aidait, c'était le schéma de la respiration carrée. En temps, en 4 temps. Ouais. Inspiration 4, pause 4. Ouais, c'est ça. Je faisais 2 respirations parce que t'as le cœur qui est à 200, donc tu peux pas trop te retenir, mais vraiment tu inspires, tu bloques un coup ta respiration, tu expires et tu rebloques. Et tu rebloques un peu. Je faisais 2 à 3 cycles suivant le pas de tir et suivant l'altitude aussi où ça jouait. Et ça, je sais que ça me permettait vraiment de me dire, ok, maintenant là, ça y est, je suis dans l'état de tir, quoi. Ça te mettait en condition. Ouais, c'est ça. Mais il y a des études qui montrent, je crois qu'il y a une étude récente qui a été menée sur des biathlètes qui montrait que les biathlètes qui avaient un taux, un niveau de pleine conscience élevé avaient de meilleures performances sur le tir, donc de pleine conscience, mindfulness, toutes ces approches-là. Est-ce que la méditation, la pleine conscience, c'est des notions que toi-même tu travaillais et qui faisaient partie de ton quotidien ? Je l'ai pas assez fait. Moi, c'est... Tu vois, aujourd'hui, tu me dis s'il y a un truc que tu changes dans ta carrière que tu peux refaire, c'est la méditation que je ferais. Ok. Ouais. Là, dernièrement, j'ai longtemps voyagé. Je suis partie au Cambodge, par exemple. J'ai voyagé au Cambodge. Et du coup, je suis allée, je me suis dit, mais en fait, je suis là, je suis dans le Cambodge, c'est le pays de la méditation, du yoga et tout. Et je me suis dit... Non, mais vraiment, je me suis dit, mais je veux... En fait, à chaque fois, dans chaque pays où j'allais, je voulais m'imprégner de la culture locale. Vraiment, mais à 100%, tu vois, aller avec les gens. Je dormais chez l'habitant des fois et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, je me fais une semaine de yoga méditation et j'ai fait ça dans les temples d'Angkor. Et là je me suis dit, et vraiment pendant tout le long je me suis dit ouais, mais si j'avais connu ça pendant ma carrière, mais l'expérience, le truc que ça m'aurait fait et la plus-value vraiment qui m'aurait aidé. Et c'est sûr en fait, la pleine conscience, le tir, les meilleurs tirs, tu les fais sous état de flow, mais t'en as 1 ou 2 par saison maximum, je te jure. Et par contre, des tirs de pleine conscience où tu sais ce que tu fais, où t'as un niveau de concentration qui est tellement élevé, où t'arrives vraiment à switcher il y a rien qui peut t'atteindre, comme la méditation en fait, parce que le tir c'est une espèce de méditation où tu te concentres que sur une seule chose. T'es concentré sur une chose et tout ce qui peut se passer autour finalement, t'en fais abstraction. Et tu vois, clairement, je suis pas sûre que Lou médite beaucoup, mais par contre, elle, sa plus grosse force, c'est sa capacité de concentration qui est directe. En fait, elle arrive à switcher et tu peux lui faire ce que tu veux. Donc, si Lou médite, alors là... Mais Lou, je suis pas sûre qu'elle médite, on lui demandera. On lui dira. elle a déjà justement en fait, cette force, et je pense que en tout cas, moi, j'avais pas. Et que la méditation aurait pu m'aider. Mais pareil, ça, je pense que tu vois, je te disais en 2012 la préparation mentale c'était pas bien connu. Je pense que on en reparle dans 10 ans, une grosse partie des athlètes méditeront. Ça c'est sûr, parce que ça t'aide énormément, et même pour la récup, ça a des bienfaits. Puis pour tout ce qui peut être stress oxydatif aussi, mais c'est ça, les petites pensées parasites qui arrivent, qui te mettent un peu mal avant une course ou pendant une course. C'est vrai que la méditation elle a beaucoup de bienfaits dans la vie quotidienne, mais chez les sportifs, quand il y a un besoin de concentration, du coup ça a été encore plus étudié récemment, comme tu dis. Malheureusement, c'est des choses qui étaient moins expliquées, moins mises en avant au moment où toi, tu as commencé ta carrière. Mais oui, du coup, la méditation, c'est pas quelque chose que toi, tu pratiquais. Mais si c'était à refaire, tu le fais. C'était à refaire, je le refais. Et tu vois, t'en as beaucoup de sportifs. Il y en a peu qui en parlent parce que t'as un côté en mode baba cool et tout. Et il y a un espèce côté, des fois, péjoratif de la méditation, tu vois, dans les sports, où en gros, c'est focus, machin. Mais dans 10 ans, vraiment, on ferait le pari, et ça, vraiment beaucoup de sportifs le font. Et moi, pourtant, j'étais ouverte à beaucoup de choses, mais je me suis dit, non, j'ai d'autres choses à faire avant. Et je pense que j'aurais dû le prioriser avant. Oui, puis la méditation, comme tu dis, c'est souvent vu comme les moines bouddhistes qui sont là, qui parlent pas. Au Cambodge et tout, alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières, effectivement, de la travailler. Tu vois, Joko, qui en fait énormément. T'en as beaucoup dans le tennis, tu vois, dans les sports de concentration qui sont super importants. Mais ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'état de flow qui fait que tu as un tir parfait. Ça arrive pas si souvent parce que l'état de flow, ça requiert quand même des conditions particulières pour l'atteindre. Mais est-ce que tu te rappelles vraiment de ton plus beau tir, celui où tout s'aligne, quoi ? Tu fais un 20 sur 20 par exemple et... Ouais, j'en ai un. J'en ai un où j'ai eu 20 sur 20, mais j'avais pas forcément un état de flow parce que c'était vraiment dans de la concentration pure. J'en ai un où, franchement, mais en fait, les états de flow, tu peux même pas
presque en parler. T'as l'impression que c'est pas toi qui parle, qui le faisait. T'es dissocié un peu. T'es dissocié, ouais, c'est ça. Moi, tu vois, autant tu me dis ton meilleur tir où t'as fait 20 sur 20 et tout, là, j'arrive à me mettre dans mon corps et à me dire, ouais, il s'est passé ça, j'ai pensé à ça et tout. Autant tu me dis un flow, je me vois tirer, mais j'arrive pas à me mettre dans mon corps. Ouais, t'es vraiment dans un état dissocié, un peu... ouais, c'est bon mot. Et ton 20 sur 20, il est dû à quoi, le plus beau 20 sur 20 que t'as fait? Ouais, le plus beau 20 sur 20, c'était à Cantiolati. Et en fait, j'étais à 15 sur 15, j'avais encore jamais fait de 20 sur 20 et tout. Et je me suis dit, waouh, et tout. Puis je voyais que je remontais, j'étais une poursuite, je remontais des places et tout. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Et en fait, je savais que moi, j'avais trouvé une méthode dans la fin de ma carrière. C'est que pour pas stresser, je souriais. En fait, je mettais du positif dans ma tête, tu vois. Trop bien. Et j'arrive et tout avant la plus belle course, enfin là où j'étais le mieux placé entre guillemets de ma vie, de ma carrière. Et là, je suis arrivée sur le tir et genre, je me suis dit, bah, en vrai, souris. Et genre, vraiment, on voit pas sur les images, mais en tout cas, ouais, j'ai souri en me disant, bah, il peut y arriver que quelque chose de bien, tu vois, vraiment positif. Oui. Et je suis arrivée, j'ai tiré à 5 et je fais une des meilleures performances de ma carrière, quoi. Trop bien. Ouais. Donc vraiment le positif, c'est ce qui te réussissait le mieux. Peut-être aussi de se sentir libéré parfois de certains enjeux aussi. Complètement. Et puis en fait, moi souvent c'est que je me mettais beaucoup d'impératifs, tu vois, dans dire il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça et ça. Et en fait, du coup, ça me dissociait de moi en fait. Tu vois, genre j'étais là, putain, il faut. Et trop d'injonctions. Ouais, trop d'injonctions, exactement. Et en fait, du coup, je me disais, bah non, mais tu sais faire, tu le fais tous les jours à l'entraînement. Tu penses juste à ça, à un truc, tu souris, t'es dans un bon mood et ton corps il sait faire, ma tête elle sait faire. Je vais y arriver, quoi, tu vois. Est-ce que ton mental t'a déjà freiné parfois plus que ton corps? Parce que là, tu dis des fois, il faut. Ben, au final, t'es plus dans ta course, t'es trop dans ta tête. Tu l'as déjà ressenti, ça? Moi, je crois que malheureusement, dans ma vie, c'est plutôt mon corps qui a freiné mon mental, tu vois. Ah oui, ouais, c'est plutôt ça, vraiment tout ça. Et je pense que j'avais une énergie mentale et une volonté qui était presque supérieure à mon corps. Et c'est pour ça que c'est souvent mon corps qui a lâché plus que mon mental en premier. Ouais. Tu l'as peut-être moins écouté. Ouais, non, c'est ça. En fait, je me disais, bah non, mais en fait, j'ai de l'énergie et tout, ça va le faire. Bah, on va y revenir après, justement, un peu plus tard, avec justement ta blessure où tu as dû aussi faire preuve d'un énorme mental. Avant ça, j'aimerais aussi reparler un petit peu, comme là, on parle du lien corps-esprit. Il y a aussi quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le sport. Tu parlais tout à l'heure de cyclistes, tu as beaucoup d'amis cyclistes. Dans le ski et dans beaucoup de sports d'endurance, il y a cette problématique souvent de poids dans le sport de haut niveau. Mais au final, dans le foot, c'est aussi le cas. Enfin, je sais que dans des équipes même amateurs, on va peser les athlètes, etc. Il y a une grosse pression qui est mise sur la performance. Alors, sur l'alimentation, mais aujourd'hui, on sait aussi au travers d'études que l'alimentation joue un rôle hyper important dans la performance. Donc, ça a du sens. Mais cette pression mise sur l'alimentation, sur le poids, c'est quelque chose qui peut aussi amener de la souffrance et qui peut créer chez certains athlètes, jeunes surtout, mais pas que, des grosses vulnérabilités psychologiques, notamment des troubles du comportement alimentaire. Alors à l'époque où j'étais encore dans le ski, j'ai une amie, je me rappelle, qui était tombée vraiment dans l'anorexie. Mais là, en tant que psychologue, je suis amenée aussi à rencontrer des jeunes qui se questionnent beaucoup justement sur leur rapport à l'alimentation, qui se rendent compte que quand ils ont perdu un peu de poids, ils sont plus performants, donc ils commencent à vraiment scruter l'alimentation, à développer ce qu'on appelle de l'orthorexie, donc c'est cette obsession à l'alimentation saine, etc., à jamais faire vraiment d'écart. Est-ce que toi, tu as subi ces injonctions aussi sur le plan alimentaire? Ouais, bah bien sûr, parce qu'en vrai, je crois que quasiment toute fille a subi ça. Après, d'autres génétiquement sont mieux là-dessus et du coup qu'on plus de prédispositions et c'est plus facile pour elles. Mais non, bien sûr, s'il y en a pareil. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu dis à une femme de perdre du poids ou qu'elle est, entre guillemets, trop grosse, et ben en fait tu lui dis pas de perdre du poids, tu lui mets un complexe pendant 20 ans, tu vois. Et en fait ça, souvent les gens se rendent pas compte, tu vois, parce que c'est quelque chose d'anodin, ils pensent presque que c'est bienveillant, que ça va t'aider. En fait il y a une manière de le dire, et si tu sais pas avoir cette manière, dis-le pas. Ça, c'est une chose qu'il faut dire à que ce soit les parents, les entraîneurs ou quoi. Oui, ce que vous avez raison, peut-être que ça peut l'aider à oui, parce qu'il y a un côté rapport poids-puissance qu'il faut être d'accord, mais genre fais-toi accompagner, dis-le par quelqu'un. Par contre, ne te permets pas de dire quelque chose, parce que je t'assure, j'aurais envie de le dire à toutes les personnes qui se permettent de le faire, ne le fais pas, parce que tu te rends pas compte à quel point tu vas
tu vas instaurer, tu vois, dans la tête de la personne un complexe, mais qui est des fois, enfin, tu peux en parler en tant que psychologue mieux que moi, hein, mais qui est des fois irrémédiable, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important, c'est pour prendre conscience, enfin, tu vois, déjà dans ce podcast. Et deuxième chose, moi, dernièrement, tu vois, on en reparlera après pour ma blessure, mais quand j'ai eu des soucis de santé à un moment donné, j'étais vraiment pas bien, je trouvais pas la cause, tu vois. Et vraiment, je me disais, mais j'avance plus, je sais qu'il se passe quelque chose dans mon corps, mais j'arrivais pas à trouver, hein. C'était quand on n'avait pas trouvé en fait la maladie que j'avais. Et du coup, en fait, je dormais plus, j'avais un niveau de cortisol qui était ultra élevé, du coup, j'avais pris du poids, etc. Et en fait, on me disait, non, mais en fait, si tu perds du poids, t'auras plus mal aux jambes, tu vois. Et genre là, je me suis dit, ouais, mais les gens, ils sont tellement... Enfin, tu vois, c'est mes entraîneurs qui me disaient ça et tout, et tu dis, mais... Vraiment, parle pas en fait, parle pas, tais-toi. Et voilà, après, mais en fait, le truc, c'est que tu peux même pas lui en vouloir parce que c'était une espèce de bienveillance, tu vois. Lui, il était juste très maladroit. Ouais, c'est ça, et très maladroit, et il pensait bien faire, sauf qu'en fait, non, c'est pas le problème est ailleurs. Et je veux juste redire aussi, c'est que le poids, c'est une conséquence. C'est pas un objectif, c'est une conséquence. C'est si t'es bien dans ta tête, si tu manges bien, mais c'est pas en mode je veux perdre du poids et tout, mais genre juste si t'es heureux dans ton assiette, tu vois, comme on dit, si tu dors bien et genre t'es heureux dans ta tête aussi, parce que ça c'est ultra important. Enfin, souvent on voit que tu prends du poids ou t'en perds quand t'es pas bien ou quoi, tu vois, et ou quand il y a en tout cas un schéma qui est pas normal, tu vois, dans ta psychologie. Et en fait, juste trouver que le poids idéal, enfin moi j'avais beaucoup discuté justement avec l'ancien ostéopathe d'Armstrong. Et qui me disait, mais c'est une conséquence, le poids, c'est une conséquence. Il faut pas que ce soit un objectif. Je dis, mais vas-y, il faut que je pèse quel poids, tu sais, je lui posais des questions, il me fait, non, mais cherche pas ça, en fait. Mets-toi des objectifs à côté. Et tu vois, le projet, c'est le poids, ok, qui va descendre ou qui peut éventuellement monter. Il y en a qui prennent du poids, qui veulent du musculairement et tout, et en fait, ça va les aider, tu vois. Mais par contre, c'est un projet. Par contre, c'est les objectifs, c'est, ok, bah, je dors bien, je suis ok, je me laisse des temps de pause, à penser, à réfléchir ailleurs, à me faire plaisir, tu vois, humainement aussi, socialement. Et puis voilà, et puis en fait après le poids c'est pas une question en fait, c'est un résultat. Mais c'est fou quand même de se dire que, enfin, encore aujourd'hui, on peut avoir ce type de réflexion, même si bien évidemment, au fond, elles peuvent être dites avec bienveillance, mais de manière très maladroite. Et comme tu dis, ça reste. Enfin, tu le disais tout à l'heure avec la notion des parents suffisamment présents, mais surtout bienveillants. Bah, c'est ça aussi. Il faut pas oublier que derrière l'athlète, il y a quand même une jeune fille, une jeune femme ou même un jeune homme qui va même après sa carrière, garder ses phrases dans sa tête en permanence. Enfin, ça peut être vraiment délétère. Ouais, complètement. Et enfin, sans donner de nom et tout, mais vraiment le nombre d'athlètes post-carrière qui ont des soucis avec leur poids et c'est irrémédiable, quoi. Enfin, puis c'est irrémédiable. ça, pour le coup, c'est dans beaucoup de sports. Enfin, ça, je sais. Mais aussi, vraiment vraiment plein de sports d'endurance ou même tous. De tout sport, ouais. C'est quand même un gros problème. Enfin, je trouve que. Enfin, en tout cas, moi, chez les jeunes que j'ai pu rencontrer au cabinet, c'est quelque chose qui est récurrent et qui laisse des traces énormes. Qui laisse des traces. Même s'ils vont pas percer au haut niveau, c'est quand même quelque chose qui va rester. Ouais, mais tout le temps. Et puis t'en as des... Ça pourrit des vies. Enfin, ça pourrit des vies. Des femmes qui n'auront plus d'enfants à cause des entraîneurs. Enfin, moi, je sais qu'il y en a, j'en connais, tu vois. Et ça pourrit des vies. Et genre, souvent, certains entraîneurs et même des personnes dans le staff ne se rendent pas compte de l'importance de leurs paroles. Et du coup, ils se permettent de parler. En fait, quand tu es sportif, tu apportes beaucoup d'importance aux personnes que tu côtoies, enfin en tout cas dans ton cercle, quoi. Et tu as besoin d'écouter, tu as besoin d'avoir des retours et tout, parce que des fois tu n'as pas le discernement personnel pour l'avoir. Mais ouais, et en fait, souvent les gens ne se rendent pas compte de l'importance de leurs mots, et c'est triste, ça. Ouais. Tu parles du staff. Dans le staff justement de l'équipe de France, quelle est la place qu'occupe la santé mentale ? Enfin, ou quelle importance est donnée à la santé mentale. S'il n'y a pas de place, non, mais si, c'est en train d'évoluer. Moi, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que moi, je suis arrivée dans le biathlon, je m'entraînais avec Martin Fourcade, et quand à un moment donné, on parlait d'un prépa mental j'étais avec des personnes, et il disait, Martin, il n'a pas de préparateur mental, c'est le meilleur du monde, donc personne n'a besoin. Et tu te dis, mais c'est quoi cette
parole arriérée, enfin excuse-moi du terme, ça généralise totalement. C'est ça, et en fait si justement si je veux être la meilleure du monde, j'ai besoin de me faire aider aussi. J'ai peut-être pas les prédispositions mentales, je vais les avoir avec quelqu'un d'autre, il y a pas de souci. Enfin en fait je vais pas me limiter à ça, tu vois. Mais c'est déjà mature et courageux d'avoir cette réflexion là. Non mais bien sûr. Quelqu'un d'un peu moins élaboré ou qui fait peut-être plus confiance ou qui se réfère plus aux autres, comme on disait tout à l'heure aussi, quelqu'un qui prend pas son parcours vraiment en main personnellement, mais qui le délègue à d'autres personnes, va se dire alors j'ai pas besoin de préparateur mental. C'est ça. Du coup c'est dangereux. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est dangereux. Maintenant c'est encore bien évolué, ça a vraiment évolué, c'est ce qu'on disait, ça prend énormément de place aujourd'hui, la prépa mentale, et même des athlètes préfèrent tu vois aller chez le préparateur mental que faire 2 heures de sport en plus, tu vois, parce qu'ils se rendent compte que c'est important. Le coût est supérieur. Ouais c'est ça, qu'il y aura un désavantage. Mais par contre c'est en train d'évoluer. Par contre, ils ont conscience qu'il y a quelque chose, mais c'est pas encore ça. Enfin, moi je trouve que en tout c'est cas, pas suffisamment c'est valorisé. pas suffisamment valorisé. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est tellement dur à comprendre et à accepter que des fois, ils sont contents de dire non, du coup, je m'en occupe plus, quoi. Toi, justement, tu as été accompagnée dans ta carrière psychologiquement. Ouais, j'ai été accompagnée psychologiquement, j'ai fait préparateur, et à la fin j'avais vu une psychologue du sport aussi. Je m'étais dit je veux travailler le fond à la forme, tu vois. Mais en fait c'était pas ponctuel, mais c'est dans le sens où j'ai jamais travaillé, tu vois. Je vois un Teddy Riner qui a travaillé avec la même personne toute sa vie. Moi j'avais besoin de là tu m'as apporté ces billes, là j'ai l'impression que j'ai envie d'aller voir ailleurs, tu vois. Et j'ai fait plein, tu vois, je suis allée voir le préparateur mental de l'équipe Groupama FDJ, je suis allée voir le préparateur mental de l'apnée. Ah oui, l'équipe de France d'apnée, préparateur de badminton. Je suis allée chercher dans beaucoup de sports, tu vois. Je voulais pas. J'avais même bossé avec Marie-Laure Brunet, et je me suis dit, maintenant c'est trop axé biathlon, je veux aller chercher ailleurs, tu vois. Voir d'autres techniques, d'autres discours aussi. C'est ça. Et chaque sport en fait m'apportait, tu vois. Et ça j'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'étais très curieuse et ça m'a permis de m'apporter énormément. Et voilà, je faisais souvent c'était à peu près 2-3 ans que je restais avec chaque personne. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune athlète par rapport à cet accompagnement psychologique ? Tu dirais de le commencer le plus tôt possible, au début de carrière, ou quand il en a besoin ? Ouais, quand tu ressens le besoin déjà. Quand tu vois que tu as quelque chose que tu n'arrives pas. En fait, le haut niveau, si tu veux y arriver, faut que... C'est pas méchant, mais faut que tu prennes le temps, mais il faut pas en perdre. Ouais. Tu vois, la jonction, prendre le temps en allant vite. Ouais, non, mais c'est réussir à prendre le temps de prendre le temps de faire les choses pour longtemps. J'adore cette phrase. Mais de pas en perdre. Et en fait, moi je dis de pas en perdre, c'est que si tu fais une erreur, t'as le droit de la faire 2 fois, mais pas 3 fois. Même déjà 2 fois, c'est presque délétère parfois. Et en fait, quand tu vois que tu l'as fait 2 fois et que tu la répètes, tu te dis là, j'arrive pas à le faire toute seule. Tout seul. Et change, mais pour changer, qu'est-ce que je fais, tu vois, faire un état des lieux. J'ai mis ça en place, ça n'a pas marché, je vois pas, j'ai pas de solution, ok, je vais me faire aider. Et ça peut être en tout cas je te parle des aspects psychologiques, mais ça peut être aussi ailleurs. Et à partir de là, et par contre il y a une chose qui est importante, c'est qu'on va te conseiller des gens. Il faut, par contre, si t'as pas un feeling, change, je perds pas ton temps. Là, vraiment, perds pas ton temps. Comme pour tout psychologue, c'est ce que je dis aussi des fois dans mes podcasts ou même avec mes patients, si ça passe pas, ça passe pas. Non, mais c'est ça. La méthode du psychologue, elle peut être bonne, mais si le lien, la relation avec le psychologue ou le coach mental, peu importe, n'est pas fluide, si c'est pas naturel, si on se sent pas à l'aise, il faut changer, quoi. C'est important. Non, mais pour donner un exemple, moi, justement, celle qui est là en vogue en ce moment, c'était la psychologue de Teddy Riner. J'avais réussi à avoir des rendez-vous. C'était... le tarif était exorbitant, mais j'étais là, j'imagine. Je veux bien, tu vois, et pas de souci. J'ai fait 2 séances, c'était un enfer. En tout cas, mais vraiment, on s'est dit, mais là... Pardon à elle. Non, mais pardon, mais elle le sait, je le sais. Mais on s'est dit, mais en fait, on va pas du tout ensemble. Oui, mais c'est ça, exactement. Et ça va pas du tout, et ça sert à rien, en fait. On perd notre temps les deux. Moi, je perds mon temps et mon argent, toi, tu perds ton temps. Donc, on va changer, quoi. Donc, voilà, et après... C'est pas s'arrêter au premier... c'est ça. Mais ça, c'est globalement, et je trouve ça trop cool que t'en parles là aujourd'hui, c'est que à la fois pour les athlètes qui nous regardent et qui essaient de se préparer, mais même aussi juste ceux qui sont dans la vie de
tous les jours. Ça vaut pour tout le monde. Si on n'est pas bien avec un psychologue, avec un thérapeute, ça veut pas dire que la psychologie est pas faite pour nous. Enfin, il y en a qui vont dire j'en ai vu, ça servait à rien. En fait, juste changer, essayer de trouver la relation, quoi. Tu vois, vraiment, mais c'est vraiment. Ça veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être en couple. Exactement. Juste qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Exactement. Si ça marche pas avec un mec, c'est pas que voilà. Oui, puis comme tu dis, il y a les approches, mais il y a aussi le feeling. Est-ce que les tempéraments vont bien ensemble? Non, mais complet. Il y a un moment où il y en a, ils parlent pas le même langage, ça sert à rien. En tout cas, si on peut un peu résumer cette petite partie-là sur la santé mentale, il y a un chiffre qui est quand même important, c'est qu'un athlète sur 6, donc athlète de haut niveau, souffre de troubles psychologiques qu'on dit invisibles, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément manifesté, mais quand on fait remplir, il y a des études qui ont été menées qui font remplir des questionnaires, par exemple sur les dépressions, les troubles anxieux, on se rend compte que quand même plus d'un athlète sur 6 présente soit un trouble dépressif, soit un trouble anxieux, donc c'est quand même assez important, mine de rien. La santé mentale évolue, c'est ce que tu disais, mais pas encore suffisant. Là, c'est en train de vraiment prendre d'évoluer, tu vois, dans les instances, ça marche énormément, tu vois. Bah, tant mieux, en tout cas. Je pense que c'est important avec ces chiffres-là. Ouais, ça aide. Et puis, ils en ont conscience, tu vois, même au ministère et tout. Enfin, là-dessus, j'en discutais avec des personnes qui sont assez haut placées et qui disaient on en a conscience. Et même l'athlète, il est demandeur aussi. Il est demandeur, mais il est mis en avant, tu vois, là-dessus. Ouais, c'est important. Bon, bah ça c'est important. Le seul truc, c'est que souvent dans les fédérations, c'est des personnes c'est des anciens athlètes et du coup pour les faire changer de mentalité, c'est dur. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est nationale, ça c'est sûr. C'est un peu l'ancienne école, quoi. En 2017, la grosse blessure, vraiment, donc grosse blessure à la cheville, c'était en ski à roulettes. Comment, enfin, il me semble les médecins t'avaient dit le haut niveau, c'est fini, ou en tout cas ça va être difficile de le retrouver. Comment tu vis ce diagnostic, ce pronostic de la part des médecins au début? En fait, déjà pour contextualiser, genre fracture ouverte du talus, genre vraiment j'avais mon pied qui pendait, enfin l'os qui ressortait, j'ai dû attendre 45 minutes l'hélico, enfin c'était un truc où genre vraiment image bien traumatique, traumatique et tout, et âme genre sensible, ça non mais vraiment, et en vrai moi je me souviens, j'étais dans ma chambre d'hôpital, du coup t'as le chirurgien qui vient vers moi en me disant mais voilà ce que t'as eu un grave accident à Hawkinscat, enfin c'est un truc on a hésité à te faire une arthrodèse, donc une arthrodèse c'est en gros on coupe l'articulation, enfin tu peux plus bouger, c'est comme si tu marchais tous les jours avec une chaussure de ski alpin, tu vois, parce que genre l'os était parti en fait du corps quoi, et 95% de nécrose, et là, en fait, si je me souviens, il me dit, du coup, je lui dis, mais du coup, je peux reprendre quand le haut niveau? Et il me fait, non, mais en fait, le but, c'est que tu puisses remarcher dans ta vie, tu vois. Et le haut niveau, t'oublies. Et genre, vraiment, là, du coup, je me mets à pleurer, machin. Et je me souviens que j'étais avec mon cousin qui était là, parce qu'il était, c'était à Montpellier, à Perpignan, excuse-moi. Et là, vraiment, je sais pas, je regarde, je fais, non, mais on va essayer. Enfin, tu vois, genre en mode. De toute façon, si j'essayais pas, j'y arriverais pas. Donc vraiment, je me suis dit, bah non, il a raison. Je vais lui montrer qu'il a tort. Enfin, il est gentil, mais je pense qu'il a pas raison. Et je pense que, ouais, j'y crois, moi, en fait. En tout cas, je sais pas si je vais y arriver, mais j'y crois. Et après, je me souviens, ouais, vraiment, j'étais partie, du coup, je m'étais mis dans un espèce de mood, mais genre gladiateur. Mais c'est là où on voit ce que tu disais tout à l'heure, quoi, qu'au contraire, toi, le mental fonçait, et c'est plus le corps qui suivait pas. Non, là, vraiment, typiquement, il y a eu on-off, quoi. Tu te dis, c'est pas possible autrement. Vraiment, je me suis dit, là, du coup, j'avais 3 mois où j'étais dans un fauteuil roulant avec le pied qui était allongé, je pouvais même pas être en béquille. Mais tous les jours, je me mettais des abdos. J'avais mis une carabine dans mon jardin à 10 mètres où je tirais en fauteuil roulant, tu vois. Mais c'était même trop, tu vois. C'était même trop ce que j'ai fait et tout. Parce qu'après, je l'ai payé un peu. Parce que quand tu mets une charge mentale, après, tu sais qu'il y a besoin de décompresser. Et sauf qu'en fait, genre, j'étais tellement déterminée qu'il pouvait rien m'arriver. Et bien sûr, j'ai douté énormément et tout. Mais en fait, je doutais, je pleurais. Et après, je repartais, quoi, en fait, tu vois. Et chaque bas, il y avait un haut derrière, donc je les acceptais à la fin. Et ouais, vraiment, je m'étais mise dans un mode, mais ça va le faire. Enfin, crois-y, en fait. Si tu y crois pas, ça marchera pas. Donc, tant pis, tu seras peut-être déçu, mais au moins, t'auras tout fait. T'auras pas de regrets. Et en vrai, j'ai pas de regrets, tu vois. Genre, il y a un moment donné, si t'as tout fait pour, bah ouais, tant pis. Enfin, des fois, je suis bien placée pour savoir que, du coup, tu peux pas forcément tout réussir, mais en tout cas, bah, t'as essayé et genre, t'as rien à te reprocher. Et ça, c'est un peu
c'était le mood de toute ma carrière, tu vois. C'est ok, j'ai rien à me reprocher, je suis au clair avec moi-même. Tout ce que tu pouvais faire. Je me regarde dans une glace, je suis ok. Ouais. Ça, c'est vraiment de la résilience. Je sais pas ce qu'on appelait de ça, mais. Une belle résilience. En tout cas, il y a un obstacle et tu te dis, ok, faut que je dépasse cet obstacle. De quelque manière que ce soit, il faut vraiment que je passe outre et que j'avance et que je puisse me dire, j'ai fait mon maximum, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. C'est challengeant aussi, tu vois. C'était vraiment challengeant parce que ça m'a aussi apporté. Et en fait, je me dis, moi, je suis passée d'une biathlète qui était en devenir, tu vois, je venais d'être prise, machin. 1 an après ma fracture, j'étais en Coupe du Monde. Genre vraiment. Ça, c'est incroyable. J'avais réussi à mettre tout le monde dans les rétros et sans ma cheville, je suis pas sûre que j'aurais réussi, tu vois. Et je regarde, vraiment, je me dis, mais c'est ce qui m'a aidé. Alors. Et sur quel plan ça t'a aidé, de quelle manière? En fait, non, c'est surtout que je me suis dit, mais en fait, je veux faire du biathlon. Et quand tu sais, je veux faire du biathlon, mais quand tu te l'intègres et tu te dis, mais je vais placer ma vie pour faire du biathlon. Je refuse de pas le faire. Je refuse. C'est ça. Et en tout cas, les gens disent c'est des sacrifices, moi j'appelle ça des concessions, parce que quand c'est positif, pour moi, c'est des concessions. Et quand t'es ok avec ça, en fait, t'arrives à d'avoir un schéma de décision qui est orienté biathlon et du coup, vraiment, tu travailles pour quoi. Là, quand on t'écoute, on a l'impression que c'était vraiment une certitude. Enfin, t'étais vraiment à fond, comme je dis, la force intérieure, la résilience. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a vraiment aidé à garder cette résilience et cette force intérieure? Parce que tirer avec un fauteuil roulant, je pense que, ok, tu le faisais, mais est-ce qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile quand même? Et qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là? On parlait tout à l'heure de l'entourage. Est-ce que t'as eu un entourage vraiment soutenant, aidant? Est-ce que c'est d'autres choses qui t'ont permis de pas baisser les bras, de pas te décourager? Mon entourage m'accompagnait, tu vois, genre quand j'avais un objectif, il me disait comment je peux t'aider et tout. Après moi c'est dommage, hein, mais j'arrive pas, c'est quelque chose, j'arrivais pas à avouer mes faiblesses ou même à ma famille ou quoi, genre vraiment je disais tout le temps que ça allait. C'était rare qu'ils me voyaient en tout cas quand ça allait pas et que je pleurais, je le faisais toute seule, tu vois. Ça, j'avais besoin d'avoir une pudeur là-dessus. Et bien sûr, il y a eu des moments où genre vraiment je disais mais je vais jamais arriver, où tu vois, où t'as mal la nuit, t'arrives pas à réveiller, tu dors pas et tout, tu sais que le lendemain t'as une énorme journée de rééducation qui est éprouvante aussi, ça, tu vois, parce qu'en fait faut gérer tu gères pas une charge physique mais tu gères une douleur et la douleur est vraiment vraiment fatigante, tu vois. Les gens n'ont pas forcément conscience, mais ça c'est une chose. Cicatrisation, c'est ça. Et si vraiment après je me disais mais vraiment je me disais tu verras après, t'es fatigué, ça va pas, ok, mais fais-le à fond, et puis ça marche pas, ok, tu auras le droit de pleurer, mais du coup je pleurais, j'étais pas bien et tout, et je me disais mais fais-le, tu sais, j'arrivais à me relancer, tu vois, dans une roue, j'avais une espèce d'inertie du travail, et ça c'était ultra, ça m'a beaucoup aidé, et je me disais on verra après, tu vois, à repousser un peu le truc où quand t'as envie d'abdiquer, ok, t'as le droit d'abdiquer, mais pas tout de suite, quand pas tout de suite. Donné. Ouais, c'est ça. Et souvent en fait quand j'avais tout donné, j'y arrivais souvent, donc ouais. Tu disais après ta fracture, l'année d'après, tu étais en Coupe du Monde. Ça fait écho à ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off. Tu as eu aussi un diagnostic de neuropathie, donc en 2023. Ouais, c'est ça. Et c'est arrivé, en tout cas, ce diagnostic est arrivé à la fin de ta meilleure année, de la meilleure année de ta carrière, de tes meilleurs résultats. Comment, pareil, cette annonce, ce diagnostic, comment tu l'as vécu, comment ça s'est installé aussi dans ton corps, dans ta vie, et encore une fois, qu'est-ce que ça t'a appris de toi, comment t'as rebondi par rapport à tout ça? Alors, c'est un autre contexte, tu vois, là, c'est moi, j'ai des fractures où tu le vois. Là, c'était un autre truc, j'ai fait une infection urinaire avec du coup, j'ai fait une allergie à l'antibiotique qui, en fait, a créé une neuropathie axonale sensitive des membres inférieurs. Donc c'est quelque chose qui, en fait, ça me brûle les jambes, mais c'est pas moteur, donc ça m'empêche pas d'avancer, mais par contre ça me donne de la douleur. Et en fait l'erreur que j'ai fait, je pense, c'est de la prendre dans le même schéma que la cheville. Que la fracture. Ouais, alors que c'est complètement différent. Et de un, ça a été très très dur parce que ça a été très long à diagnostiquer, quasiment 4 mois. Et donc en fait tu comprends pas, tu sais que t'as mal aux jambes, t'as les jambes qui te brûlent, qui te réveillent la nuit, enfin là je faisais des douches froides à 3h du matin, et sauf que tu te dis mais c'est pas possible, machin, et en fait on me disait que c'est dans ta tête parce que ça se voit pas sur les prises de sang, faut faire des bilans neuro chez un neurologue
qui va te mettre chez un neurologue parce que t'as mal aux jambes. Et là-dessus, Jeune moi, comme ça, ouais, plus, c'est ça. Du coup, après, je me rendais compte que le repos, ça me faisait du bien, mais sauf que la saison, elle approchait, tu vois, on arrive à l'automne, donc ça, c'était ultra, ultra compliqué. Et puis, en fait, après, j'étais dans le même schéma que ma cheville. On me disait, faut que je travaille plus, mais sauf que ça marchait pas. Et du coup, ça, c'était vraiment épuisant mentalement. Et en fait, après, c'est juste que je suis allée voir une neurologue en Suisse. Je suis allée voir une neurologue en Suisse et elle m'a dit, mais un truc comme ça, en fait, si t'es... Enfin, toi qui a pas d'antécédents médicaux, qui est de bonne santé, t'es pareil au niveau génétique, y a pas de souci et tout, un truc comme ça part en 3 mois, tu vois. Et là, je me suis dit, mais what, je suis en train de bouffer mon corps. Et je me suis dit, ça vaut plus le coup, en fait. Ça vaut plus le coup parce que de un, je prends plus de plaisir, de un, j'avance plus, de deux, j'avance plus. Et en fait, ça vaut plus le coup parce que je sens que je pourris ma santé et que j'ai besoin en fait mon corps il a juste besoin de repos là, tu vois, et c'est ce que je te dis en fait, quand mon mental il a toujours été était trop fort par rapport à mon corps, ou mon corps qui était trop faible, je sais pas comment c'est, mais du coup en fait il y a eu j'ai pas réussi à faire le lien correctement entre les deux, tu vois, en tout cas, et c'est ça. Après là-dessus, je suis complètement... C'est pas un regret, c'est genre ça fait partie de mon histoire. J'ai énormément de gratitude et je suis heureuse d'avoir vécu 10 années comme ça au niveau, et j'aurais aimé évidemment terminer différemment, tu vois, parce que y a les jeux cette année et tout, il y a plein de choses, mais en tout cas voilà, j'ai énormément appris, et en fait je disais que la cheville m'avait servi à devenir plus forte dans le niveau, mais ma neuropathie m'a vraiment aidée à être plus forte dans ma vie et dans ma personnalité, ma vie de femme, tu vois. Et du coup, je le vois aussi avec de la gratitude, tu vois, ce souci de santé, en me disant, si j'avais pas eu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis prête à... Enfin, j'ai peur de rien, je suis ultra ambitieuse pour tout et tout, et genre vraiment tu me mets un défi, je me sens prête à le relever, quoi, peu importe, que ce soit au fin fond du Cambodge ou dans mon taf, il y a aucun souci, tu vois. Ouais, non mais vraiment, et je me dis juste tant mieux, enfin cette neuropathie elle m'a aidée là-dessus, et je veux l'accueillir, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'a permis de développer que le sport ne t'avait pas permis justement d'incarner comme valeur, comme compétence, ou une prise de conscience déjà de moi, d'un état actuel, de prendre le temps, enfin aussi de pas prendre le temps, mais de pas foncer tête baissée. C'était un peu mon comment ça s'appelle, on m'appelait Bubu Bulldozer quand j'étais toute petite, tu vois, parce que genre je traçais et je réfléchissais après. Là vraiment à me poser, à savoir ce qui est important pour moi, et même dans la situation actuelle, et d'avoir une stratégie, enfin en tout cas une vue supérieure, tu vois, pour faire des états des lieux, tu vois, comment dire, diffusionner, c'est ça, prendre de la c'est ça, distance. prendre une prise de distance qui est vraiment importante, et puis au final même je dirais pas une confiance en moi, mais une prise de conscience aussi de mes forces, et aussi de mes faiblesses, tu vois, genre des choses que je dois améliorer, et ça c'est cool. Plus s'écouter. Ouais, aussi, c'est ça, s'écouter aussi ton corps, et prendre le temps d'en prendre ouais. soin aussi. Exactement, ouais, tu l'oublies souvent quand t'es dans le niveau. Oui. En fait, au contraire, t'essaies de pas éviter trop de plutôt éviter les signaux que de trop les écouter. Tu disais qu'on t'a dit c'est dans la tête, ça fait un peu un parallèle avec si des personnes nous écoutent qui souffrent de ce genre de maladies un peu invisibles, les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires, c'est souvent pas très bien considéré, pas vraiment reconnu. On a tendance souvent à dire c'est des maladies psychologiques, c'est dans la tête, ça n'existe pas, etc. T'as subi ce genre de réflexion, toi? Ouais, mais ça a été un enfer. Franchement, aujourd'hui, ça, c'est dur, hein. Vraiment, à la fin, je disais, mais je préfère me péter les 2 chevilles comme je l'ai fait que revoir ces soucis-là. Vraiment. Alors que j'ai vu des choses que j'aurais préféré pas voir dans ma vie, mais vraiment, c'était un enfer. Les gens te croient pas, te dire que c'est mal. Et en fait, moi, invalidé en permanence. Ouais, c'est ça. Et moi, c'était sensitif aussi, dans le sens où c'était pas moteur, tu vois. Donc ça pouvait, en fait, des fois, quand ça allait à peu près bien, j'acceptais la douleur et genre j'allais vite. Et du coup, j'étais devant tout le monde à l'entraînement, tu vois. Je me souviens des montées de col ou en un temps en ski à roulette où j'étais devant. Et le lendemain, je me disais, non, demain, je m'entraîne pas, en fait, je peux pas.
Et du coup, les gens ils disaient non, mais c'est dans sa tête. Enfin, si hier elle nous a déposé, aujourd'hui, c'est juste qu'elle a pas envie, tu vois. Et genre, ça, c'était dur parce que, genre, surtout ça que toi, t'as une remettait tête, mes ouais. valeurs, Ouais, tu vois. vraiment. Mais, Tes valeurs et toute ta vie, ouais, en fait. toute ma vie et tout. Je disais, mais putain, mais on peut pas. Enfin, Si vous saviez. Si vous saviez, je dis des gros mots, je suis vulgaire parce que c'est quelque chose qui a été Non, vraiment ouais. marquant dans ma vie. Et les entraîneurs, même des fois des kinés qui me disaient, mais c'est dans ta tête et tout. J'allais dire, mais comment tu peux avoir une approche médicale et te permettre de dire ça en fait. Juste soit tais-toi, soit non, dis rien en fait. Ouais. Soit, mais ce qu'on dis rien. retient quand même de ce podcast, c'est ça, c'est attention aux mots que vous dites et que vous employez vraiment. avec qui que ce soit, enfin Mais de athlète ou manière pas générale, athlète, ouais. C'est ça. Mais C'est même qu'une petite phrase qu'on va dire parce que là on a envie de la dire, en fait elle marque, elle fait du mal, elle blesse, elle reste aussi. Elle reste et tout. Ouais. Non, la puissance des mots, en fait, le truc c'est que quand t'es athlète, t'as un côté où quand t'as des personnes autour de toi, dans ton environnement, dans ton cercle, t'as une espèce de part de vulnérabilité, tu vois, dans le sens où ils peuvent avoir un impact sur toi et t'as besoin aussi de leur avis, tu vois, tu leur accordes leur confiance. Et à partir du moment où t'as la confiance de quelqu'un, quand t'es dans le staff, que tu sois technicien, coach, peu importe, tu vois, que tu sois dans la com, n'importe quoi, tu dois avoir cette prise de conscience que tes mots sont importants. Et ça, pour moi, peu de personnes l'ont, en tout cas, que j'ai côtoyé, il y en a très très peu qui l'ont, et personne l'a entièrement, il y en a qui l'ont un peu plus que d'autres. Peut-être un kiné, Pierrot le Fou, il s'appelle d'ailleurs. Okay. On le salue. On le salue. C'était le seul qui, quand il savait pas, il se taisait. Et ça, c'est important. Oui, de prendre soin, de choisir chaque mot et chaque accompagnement que tu vas offrir à un athlète. Le biathlon, c'est un sport individuel dans un collectif. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ce collectif, mais plutôt pro, donc le staff, les coachs, les kinés, etc. Quelle place jouent les coéquipiers dans ta carrière? Quelle place elles ont, enfin elles ou ils ont pris. Tu te parlais tout à l'heure de Simon Destieux qui t'a donné une phrase qui t'a marqué. Bah justement, comment t'as vécu toi ce sport individuel au sein de ton équipe? Alors moi, il y a une phrase qui m'a énormément marquée et qui vient de Jean-Pierre Amatz, qui est l'entraîneur des garçons actuellement. C'est le biathlon, c'est un sport individuel où on progresse en équipe. Vraiment, ce côté où on progresse en équipe. Et en fait, quand tu prends conscience de ça et que tu te dis, mais moi, je veux être la meilleure dans... Genre, mais je veux être la meilleure du monde. Et à un moment donné, faut déjà que si je veux être la meilleure du monde, il faut que je sois déjà la meilleure de mon équipe, tu vois. Et dans un moment donné où tu te dis, mais c'est pas si mes équipiers sont nuls, je vais être nulle, tu vois, ou pas. Genre, c'est ce qui se passe, tu vois, dans le biathlon français aujourd'hui. Au niveau féminin, c'est que les filles sont tellement fortes qu'en fait, elles deviennent toutes les meilleures versions d'elles-mêmes. Et sauf que, tu vois, Lou, par exemple, ou même Justine, elles se font renverser parce que... Je te parlais parce que c'est avec celle avec qui je m'entends le mieux et que j'ai plus de retours, mais en fait elles se font tellement t'as les jeunes qui arrivent qui sont sans complexe, tu vois, en disant bah je vais te défoncer, bah ouais, si tu veux te défoncer, ok, mais maintenant faut que j'élève mon niveau, tu vois, parce que tu t'arrives très très fort, t'as Kino à gauche sur l'autoroute et t'arrives très très fort, et à un moment donné où t'es obligé de mettre le turbo aussi, tu vois, et ça c'est vraiment vraiment une force, mais c'est quelque chose que je conscientise aujourd'hui aussi dans mon boulot. Vraiment la puissance collective, elle est primordiale, et aujourd'hui si tu t'entraînes tout seul dans ton coin, t'avanceras pas, enfin tu marcheras pas, ça c'est sûr. Et voilà, après t'as des amis et t'as des coéquipiers d'entraînement, des partenaires d'entraînement, et voilà, c'est aussi trouver le côté social, tu vois, le lien aussi. Il y a des gens où, enfin, c'est pas méchant, mais c'est comme des collègues de travail, tu les aimes pas trop, quoi. Donc non, mais excuse-moi du terme, mais du coup t'as pas envie de les faire progresser, tu vois. Non, mais bien sûr, il y en a d'autres qui sont pas, c'est à l'image de la société, oui. Complètement. Vous êtes quand même une mini-société. Non, mais c'est ça, c'est un environnement social, complètement. Et tout ça pour te dire que mais par contre cette prise de conscience que c'est un groupe et que ce collectif, plus il est fort, plus toi tu seras forte. En fait, c'est simple. Hein. Soit t'es forte dans ce collectif, soit t'existes pas dans ce collectif. Donc, en fait, si t'essayes de tuer par-dessous, tu te feras défoncer. Enfin, c'est comme dans la nature. Hein, vraiment, c'est comme ça tout le temps. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Quoi. Et c'était... En fait, quand tu le comprends, tu te dis, bah, trop bien. Trop bien parce que... Et ça, je pense que pour les jeunes, c'est important de le comprendre tôt aussi. Parce que ça reste un sport individuel où sur ta course, tu fais ta course. Mais comprendre que l'aspect collectif, il va avoir aussi un rôle déterminant dans ta progression. C'est aussi s'ouvrir à l'autre. Parce qu'on parlait tout à l'heure des jeunes que je peux accompagner, mais il y a une vraie pression. Enfin,
je pense à certains que j'ai pu accompagner ou même des parents, comme je te disais, qui disent oui, mais le fils d'un tel, lui, il réussit. Enfin, alors ça, oui, effectivement, mais horrible, en fait, c'est quand même je sais très pas, fréquent hein, dans ce genre de sport. Enfin, moi, je me rappelle déjà quand on était au ski club, enfin, c'est vrai que la comparaison, elle est facile, mais pourquoi elle, ça fait déjà 3 fois qu'elle la gagne, moi, je suis dans les choux, et puis après, ça s'inverse. Mais enfin, il y a toujours un peu cette pression qui est présente et cette comparaison parce que ça reste un sport individuel. Mais ce que tu dis, c'est hyper important. C'est oui, c'est un sport individuel, mais sans les autres, on progresse pas. Et sans les autres, on n'existe pas non plus aussi en tant qu'athlète. Donc, c'est à prendre en compte. À prendre en compte. Mais la comparaison est néfaste pour l'athlète de haut niveau. Oui. Oui, il faut se comparer en termes de résultats à la fin. Mais pour se booster. Mais se comparer, lui, il est plus que lui et tout. Non, en fait, toi, tu as des forces, tu as des faiblesses. Lui, il a des forces et des faiblesses. Lui, s'il est plus fort que toi, c'est que ses forces sont meilleures. Donc, maman, regarde-toi dans la glace et dis-toi quelles sont mes forces et où c'est que je vais progresser. Tu vois. Et mets, tu vois, c'est pareil tout. Mais tu mets 80% de ton énergie pour tes forces. Tu vois, en fait, ça c'est important et c'est ça qui te fera progresser. De manière générale, tu fais pas une carrière sur tes faiblesses. Donc si tu seras un athlète moyen, si tu veux un athlète fort, faut que tu aies des gros points forts. C'est ce qu'on va retenir. Ouais, exactement. il y a, pour un peu terminer, finir, il y a une étude de l'INSEP qui montrait que 42% des athlètes de haut niveau qui arrêtaient rencontraient, en tout cas traversaient ce qu'on appelle une crise identitaire, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à s'identifier puisque leur vie est tournée autour du sport, autour de ce statut aussi de sportif de haut niveau, d'athlète de haut niveau. Est-ce que tu as vécu cette crise identitaire vu que tu as pris ta retraite récemment quand même, à l'âge de 28 ans, malheureusement un peu prématurément, mais est-ce que tu as vécu cette crise identitaire? Je pense que tout le monde la vit, ça c'est sûr. La crise identitaire est liée. En vrai, c'est horrible et pourtant moi j'aborde aucune comment dire genre je suis pas une fanatique tu vois des personnes et tout, genre tu peux être champion olympique j'ai connu des champions olympiques qui sont des personnes entre guillemets mauvaises socialement et l'inverse, des personnes qui ont pas forcément un énorme palmarès mais qui sont juste formidables, tu vois. Et je trouve que c'est ça, le côté vie sociale pour moi est supérieur à la vie palmarès sportif, tu vois. Et bien sûr, tu as une crise identitaire dans le sens où tu passes vraiment du statut de à entre guillemets normal, moldu, quoi, tu vois, comme ils disent les moldus. Je rigole parce que moi je suis une vraie moldue. Mais non, mais en fait, juste, ça c'est sûr que tu l'as. Et moi je suis très très heureuse d'avoir voyagé ces 3 mois à partir avec mon sac à dos toute seule dans l'Asie. Ça m'a permis d'avoir de pas faire cette crise identitaire, en fait, de rencontrer des gens qui étaient exceptionnels, des gens qui étaient heureux de connaître, de parler avec moi, tu vois, qu'on se côtoie, et alors qu'ils savaient pas du tout qui j'étais ou ce que j'avais fait. Ça c'était juste fantastique. Et puis genre voir des gens qui ont rien et qui sont heureux, mais ça te met juste une claque au niveau identitaire. Et je vais dire que cette crise je l'ai eu 3 mois et après aujourd'hui aucun souci avec ça, quoi. Le voyage t'a permis aussi de te retrouver. J'ai vu que t'étais partie seule, des amis t'avaient retrouvé, mais ça t'a aussi permis de te retrouver toi avec toi-même, de redécouvrir de nouvelles choses, de te connecter aussi à un monde qui est totatalement différent de celui que tu vis quand t'es dans l'effervescence du haut niveau. C'est ça. Et puis il y a ce côté, comme on le disait, assistana, tu vois, dans le niveau. Nous, on nous mettait dans un bus, on nous amenait au fin fond de la Norvège, j'avais rien fait, tu vois. Là, je me suis retrouvée à Manille, la capitale des Philippines, en me disant, mais je sais pas, je parle pas la langue, mon anglais était un peu approximatif à l'époque. Je dis mais je fais quoi en fait, je fais comment à faire du stop et tout. Et en fait ce côté débrouille qui m'a beaucoup aidé et qui me dit mais en fait il y a pas de question, quoi. Il y a pas de question. Trop chouette. Si tu avais un message à faire passer là aujourd'hui, ce serait quoi sur ta carrière ou sur la santé mentale, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message que les gens retiennent de ce podcast? Moi vraiment la phrase qui m'a vraiment marqué c'est ce côté c'est la phrase de Simon qui disait mais ne laisse personne te dire quelle valeur tu as et vraiment te dire mais du coup ça te dit mais sois sûr de toi dans ton projet et confiance. En vrai franchement si c'est bateau mais vraiment si t'as confiance et si tu y crois en toi franchement il peut rien t'arriver et à un moment donné abandonne, comment tout est possible à celui qui rêve, ose, y croit et n'abandonne jamais, tu vois. Et c'est Xavier Dolan je crois qu'il l'a, si je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas vas-y, crois-y et abandonne jamais, tu y arriveras. Vraiment, moi je l'avais écrit sur mon frigo, tu vois, quand j'étais athlète. C'est ton mantra. C'est ton mantra. Et vraiment, fonce, crois-y
Et puis ça va le faire, ça va le faire. Enfin, mais ça donne écho à une phrase que je dis très souvent à mes patients, et souvent ça leur parle quand je leur dis, c'est ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres aussi. Non, mais c'est ça, c'est que de toute façon, que tu sois athlète, pas athlète, là je pense qu'il y a un peu tout qui va nous écouter, c'est que oui, ce que les gens vont penser de toi, ce que les gens vont dire de toi ne définit pas ce que tu es, et plutôt revenir à toi-même, tes valeurs, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu connais de toi, et avancer quoi. Complètement. Trop chouette. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais nous partager une page de ton journal intime, nous la lire, tu nous lirais quoi aujourd'hui ? J'aurais dû la porter. Non, je te dirais ces moments de doute à me dire, à faire la liste de pourquoi je fais ça. Pourquoi je vais faire du biathlon alors qu'il n'y a rien qui va, tu vois. Non, mais franchement, il y a des fois où je me disais, mais là, tu te lances dans quoi, en fait, à un moment donné, mais est-ce que tu serais pas plus heureuse ailleurs, tu vois, parce que... Et puis au final, c'est des moments qu'on retient plus, et c'est vraiment ces moments où je faisais la liste, où vraiment j'avais besoin de me dire, mais là, si je suis dans une situation, entre guillemets, compliquée, est-ce que j'ai pris du plaisir aujourd'hui dans une course où j'ai pas avancé, enfin où j'ai tiré à les questionnements, où j'ai fait des comment ça s'appelle, des tours de pénago à gogo, tu vois, et ça vraiment, et je me disais non, mais en fait j'y crois, et de me dire mais c'est, alors sans rentrer dans une théorie Montessori, mais c'est ok, tu vois, c'est ok. On peut apprendre de ses erreurs. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu cliché, mais c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, je le relisais et je me disais, mais à chaque fois qu'il y avait un truc où je commençais, où j'avais besoin de parler, où c'était négatif, et après je finissais en positif, je me disais, mais là tu vas faire ça, tu vas mettre plein de directives, tu vois, qui vont être, qui sont positives et qui me disent, mais ça va le faire, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, je trouve, ce qui te caractérise dans ce podcast, je trouve, c'est vraiment l'acceptation, qui fait partie aussi d'un concept indispensable pour la résilience. Mais c'est, ok, là c'est difficile, là j'ai un couac, j'ai un obstacle, j'ai une adversité, mais je peux pas contrôler ça en tant que tel. Enfin, une fracture, je ne vais pas claquer des doigts et revenir 5 minutes avant pour pas tomber. Mais qu'est-ce que je vais en faire pour avancer et pour pas que ça dure trop longtemps et pour me relever. Et t'es vraiment un bel exemple de résilience. Franchement, incroyable. J'espère que ça inspirera beaucoup de monde. C'est mon parcours qui est le fait. Je pense pas que si j'avais pas eu toutes ces embûches, et à la limite, tu vois, j'en suis reconnaissante de ça, parce que je me dis que j'aurais pas de ce mindset, et à la limite tant mieux. Mais t'as beaucoup appris sur toi-même. c'est ça. Et puis du coup, je me dis, mais tout est cool. Franchement, tout est cool. Trop chouette. En tout cas, c'était hyper intéressant. Comme je dis, il y a plein de choses qui sont ressorties. Je pense que à la fois pour les futurs athlètes ou les athlètes, ça peut parler. Mais je pense que même si certains de mes patients écoutent ou regardent le podcast, ça va leur parler, parce que acceptation, résilience, tout ça, diffusion, respiration, c'est des choses qui sont indispensables et dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. C'était un podcast très intéressant pour moi en tant qu'animatrice, mais j'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, comme ça, plus on sera et plus on pourra aussi recevoir de nouveaux invités et créer de plus en plus de contenu intéressant pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.